Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Florent Philippot. Bonjour Florent Philippot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes député européen, vice-président du Front National et donc vous représentez sur ce plateau Marine Le Pen qui est candidate elle-même à l'élection présidentielle et qui n'a malheureusement pas pu, pour des raisons d'agenda, se rendre disponible. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Céline Rouden pour La Croix, Bonjour. par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, Bonjour. et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Nous rentrons dans le vif du sujet. C'est Céline Rouden qui vous pose la première question. Oui, donc les sondages vous donnent qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, mais au fond, il y a quelque chose qu'on a toujours un peu de mal à cerner, c'est avec quelle majorité vous allez pouvoir gouverner en cas de victoire, puisque vous avez aujourd'hui 2 députés à l'Assemblée nationale. Vous évoquez le ralliement possible de Philippe de Villiers, éventuellement d'Henri Guénaud, mais ces gens-là n'ont pas de troupes. Donc votre incapacité finalement à passer des alliances avec d'autres formations politiques pose quand même un problème de gouvernance. Florian Philippot. Alors vous savez, moi, ça me rappelle, vous avez raison de poser la question, peut-être que des Français se la posent, ça me rappelle, je l'ai vu avec retard, je ne l'ai pas vu en direct, le début du débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand du second tour de l'élection présidentielle en 1981. Et M. Giscard d'Estaing avait commencé par cette question vis-à-vis de son adversaire, en lui disant, vous allez peut-être gagner l'élection, mais vous n'aurez pas de majorité. Et ce n'est pas ce qui s'est produit. En réalité, il a eu, bien sûr, une majorité, il y a même eu une vague rose lors des législatives. Et en réalité, la vie politique est faite de telle manière, et je crois la cohérence tout simplement des convictions des Français est faite de telle manière que les Français donneront une majorité parlementaire au président ou à la présidente, je le souhaite, qu'ils viendront d'élire, et donc vis-à-vis du projet pour la France, qu'ils viendront de valider. Alors, c'est ce que disent tous ceux qui sont à votre place dans cette émission Face aux chrétiens. Vous y croyez vraiment? C'est automatique? C'est un automatisme de la vie politique française? Il n'y a pas d'automatisme. C'est l'argument d'Emmanuel Macron aussi. Oui, mais je ne dis pas qu'il a tort. Oui, la question, c'est quelle majorité? Voilà. Moi, je pense que la majorité d'Emmanuel Macron serait à 80% au moins le Parti socialiste sortant, tout simplement. Mais parlons de la vôtre. Oui, alors, voilà, donc si vous voulez, ce sera une majorité présidentielle. Sans proportionnelle. Pas simplement, oui, là, il n'y aurait pas encore la proportionnelle. Il n'y aurait pas encore la proportionnelle. Nous, on fera très vite un référendum constitutionnel pour introduire notamment la proportionnelle avec prime majoritaire aux élections législatives. Ça, c'est pour après, donc. Mais là, en juin prochain. Mais là, effectivement, avec le mode de scrutin actuel. Système. Mais vous savez, le mode de scrutin actuel majoritaire, il est très très dur quand vous êtes encore à des niveaux de 10, 15%, peut-être même jusque 20%. Et nous avions fait en 2012 13,6% législative. Et il est très dur parce que vous faites 13,6%, mais vous n'avez pas du tout 13,6% des députés, ce qui est un problème démocratique. On se retrouve avec 2 députés sur 577, donc beaucoup moins que 13%. Mais à partir du moment où vous passez un certain seuil, peut-être 24, 25, 26%, eh bien, il se retourne. Et en réalité, c'est vous qui bénéficiez d'une avance considérable. D'autant que, Marine Le Pen l'a déjà dit, elle ne fera pas simplement une majorité Front National, elle fera une majorité présidentielle. Et donc, en ouvrant les bras à tous les patriotes, sur 3 critères. Il faut être patriote, il faut être sincère, et il faut être cohérent. Voilà. C'est, je crois, les honnête de aussi, bonne peut-être foi. par les temps qui courent. Honnête, on peut rajouter ça aussi. Oui, mais même honnête dans sa démarche. Oui. Si vous voulez pas simplement là pour bénéficier d'une élection à un poste de député. Il faut être cohérent, donc il faut qu'on sente une espèce de cohérence. Mais c'est vrai qu'elle veut ouvrir les bras à tous les patriotes d'où qu'ils viennent, de droite comme de gauche, et ceux qui déjà ne se retrouvent plus dans ce clivage. Des noms. Des noms. Je ne vais pas vous donner des noms, mais moi, je vous ferai remarquer qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Là, en quelques jours, nous avons vu plusieurs maires, et qui sont souvent en même temps conseillers départementaux, nous rejoindre le Rassemblement Bleu Marine. Je parle par exemple de M. Baquet en Seine-et-Marne, qui est maire depuis pas mal de temps et qui est conseiller départemental, qui dirigeait le SDIS, c'est-à-dire les pompiers dans son département de Seine-et-Marne et d'autres activités culturelles et sociales, et qui il y a 3 semaines, a quitté les Républicains et a rejoint le Rassemblement Bleu Marine. Il s'est passé la même chose tout récemment dans le Rhône avec un maire conseiller départemental. De la même manière, l'ancien député UMP, M. Rivière, qui était spécialisé et qui est toujours spécialisé dans les questions de défense, va être investi sous nos couleurs dans le Sud. Voilà, il se passe des choses sur le terrain. Alors oui, ce ne sont pas des ralliements à la Macron, ce n'est pas Robert Rue, ce n'est pas M. Madeleine, ce n'est pas M. Valls. On voit mal Robert Rue aller chez vous. Alain Madeleine, pourquoi pas, compte tenu de son passé, mais pas Robert Rue. Non, même Madeleine, je pense qu'il est très bien chez Macron et son programme ultralibéral, mais je crois qu'il n'aurait rien à faire chez nous.
Voilà, ce ne sont pas ces Donc il se passe quelque chose, c'est ça ces que vous dites ? vieilles stars des années 80, mais ce sont des élus de terrain, souvent, Plutôt des députés je crois LR. cohérents, qui sont travailleurs et qui sont convaincus. Plutôt des députés LR, Céline Roden. clairement. Il y a des députés LR et il y a aussi des ralliements qui viennent dans le Pas-de-Calais. On a un ancien communiste qui nous a rejoints. On a des ralliements qui viennent du Parti socialiste. On a des gens aussi. Alors vous parliez tout à l'heure de M. De Villiers. C'est vrai qu'ils viennent de la sphère souverainiste, qui viennent de la sphère gaulliste. Qui elle-même est très large. La sphère souverainiste est très large. Et heureusement. Oui. Heureusement, puisque la souveraineté vous en nationale, venez- c'est l'autre oui. nom de la démocratie. Donc heureusement qu'elle est D'accord. large. Malheureusement, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas du tout au pouvoir. Romain Masneau et Oui. Louis Dauphren. Frédéric Mounier, vous posez la question de l'honnêteté. Comment pouvez-vous faire de la critique de l'Union européenne, votre fonds de commerce, et en même temps vous financer en partie grâce au Parlement européen ? Alors, d'abord, Florian moi, j'ai Philippot, pas vous êtes député européen. Je fais pas de la, moi, je suis pas commerçant. J'ai pas de politique à faire sur des fonds de commerce. Je défends des idées, des projets, des convictions. Voilà. Et si nous critiquons fortement l'Union européenne pour une Europe fondée sur la coopération entre les nations libres, les nations souveraines, ce sont pour des raisons de fond que nous défendons, que nous argumentons. Sur le fond des affaires, auxquelles nous croyons. les emplois fictifs au Florian Parlement Philippot. européen. Ah mais ça, nous contestons totalement cette histoire. Alors moi je sais que certains vont même plus loin en disant qu'il faudrait que les partis qui critiquent l'Union européenne ne puissent plus être candidats aux élections européennes ou qu'ils ne bénéficient pas des mêmes règles de représentativité avec les groupes, etc. au Parlement européen. Bah, ce sont des antidémocrates. Comment les appeler autrement ? Ce sont des dictateurs en puissance qui pensent cela. Ce sont des gens qui voudraient qu'on puisse être élus à condition qu'on pense tous dans le même sens. Non, nous sommes fait élire en 2014, premier parti de France aux élections européennes, sur un projet très clair. Nous n'avons pas menti aux Français, nous avons dit on sera au sein de l'Union européenne pour combattre l'Union européenne et pour défendre la France, ses intérêts nationaux, et une Europe fondée sur les nations libres, sur la coopération paisible, fructueuse, intéressante, dans tous les domaines économiques, culturels, sociétaux, entre les nations. Donc c'est une forme de subversion de l'intérieur, en fait. Vous êtes Ouais, au sein du système. C'est pas une Et subversion vous parce voulez que c'est annoncé. Mhm. On ne s'est pas D'accord. caché sous un programme européiste pour en fait faire l'inverse. On a annoncé la couleur. D'accord. Ça a recueilli d'ailleurs l'assentiment d'un Français sur 4 aux élections. On a fait 25% des voix et nous l'appliquons. Louis Dauphren. On arrive aujourd'hui à ce paradoxe qu'un parti pas comme les autres, c'est-à-dire le Front National, est en position peut-être de l'emporter. Donc vous avez forcément envisagé le fait que vous allez vous heurter à l'hostilité de tout l'establishment. Ça, c'est quelque chose qui risque de rendre une mandature de Marine Le Pen totalement ingouvernable. Alors même s'il y a des ralliements qui sont des ralliements parcellaires, comment est-ce que vous envisagez d'un point de vue systémique l'hostilité à laquelle vous allez inévitablement devoir faire Florian face? Philippot. Mais c'est très simple. Si Marine Le Pen l'emporte, c'est qu'elle a fait plus de 50% des voix Oui, mais ça ne auprès suffit des pas. Français. Sera Mais suffisant. Si ça suffit, c'est la définition même de la démocratie. Oui, mais vous savez bien que Sur le l'histoire papier, récente a mais- montré que le pays peut être mais bloqué. On voit même avec Donald Trump Mais qu'il est moi, contre je son veux dire, administration. je Oui. me moque de l'establishment, comme vous dites. S'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Mais Ça est-ce n'est que pas c'est la question. Et Est-ce sont que tous ce au sont- pouvoir. Ils Sont devront tous se contre le soumettre ou se démettre, comme disait l'autre, parce que le peuple français aura tranché. Ça s'appelle la démocratie. Certaines starlettes ne seront pas contentes. Ben écoutez, elles ne seront pas contentes. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Elles iront pleurer sur les plateaux de télévision en disant qu'elles ne sont pas contentes. Mais Et pas puis elles se uniquement sur rendront les compte plateaux de assez vite en télévision. réalité que tout se passe bien mieux qu'elles ne pouvaient l'imaginer ou qu'elles le feraient croire aux Français. Certains grands patrons ne seraient pas contents pour leurs dividendes ou ils ne seront pas contents. Certaines banques ne seront pas contentes, elles ne seront pas contentes. Et des Oui, c'est mouvements vrai. de rue. Mais il y aura tellement de Français qui, eux, seront contents de voir leur pouvoir d'achat, de voir la sécurité, de voir l'emploi revenir, Alors, de on voir va leur en pays parler. redevenir un pays libre Mais- et indépendant, oui. respecté dans le monde, que ça fera beaucoup plus, ça fera une somme de contentement très supérieure à la somme de mécontentement. Louis Dauphren. Non, C'était la question de la rue qui était posée aussi. Oui, c'est la ça, question- c'est-à-dire- non, Ah, c'est-à-dire, On a l'État- vu récemment, le pays peut Je ne être sais pas si bloqué on aura quand des même. manifs de starlets ou de showbiz ou de... Bah, peut-être pas uniquement. Non, mais vous aurez, Non, vous aurez mais les vous ne craignez syndicats, pas ça. les Mais médias, non. vous aurez tout Ah, le les monde médias, autour c'est de vous. sympa. Si vous dites vous-même qu'on aura les médias, il faut que les médias se posent des questions alors. Parce que si les médias s'estiment comme une arme de guerre contre le peuple, il faut qu'ils se posent des questions. C'est de plus en plus le sentiment d'ailleurs qu'ont les Français. Et c'est vrai qu'ils ont vu lors du Brexit que la grande majorité des médias soutenaient l'anti-Brexit. Lors de l'élection de Trump, ils soutenaient tous quasiment Hillary Clinton. En France, en 2005, sur la Constitution européenne, 100% des éditorialistes soutenaient le oui, le peuple a voté non. Il faut quand même que les médias aussi fassent leur autocritique et se disent on est là pour refléter aussi les débats réels de la société française et pas D'accord. prendre position systématiquement. En tout cas, on comprend que vous ne craignez pas une réaction de la rue. Ah non, pas du tout. Le peuple de gauche, comme on Ah, vous disait il n'y a savez, pas si moi
longtemps, moi, on m'a vous ne craignez pas ça. En 2014, avant les municipales, on nous a dit dans les villes fronts, ce sera ingérable. Parce qu'il y a aussi des quartiers dans les villes fronts qui sont parfois difficiles. Il y a des villes qui ont, comme à Fréjus, 55 000 habitants. Et en réalité, on n'a pas du tout vu ça. Les quartiers ne se sont pas du tout embrasés, on n'a pas vu de manifestation. Et la gouvernance se passe bien dans les villes Front National, à tel point que les gens votent de plus en plus Front National dans les villes fronts, ce qui prouve qu'ils sont contents. Donc en banlieue, on sera à Champagne, etc. Champagne, peut-être pas, Louis Je ne Dauphren, pense pas mais- qu'on ait malheureusement souvent le loisir et les moyens d'avoir beaucoup de champagne dans les quartiers populaires en banlieue, mais ce sera pour les honnêtes gens un soulagement, oui, y compris dans les quartiers difficiles. Ceux qui perturbent la loi et l'ordre républicain, ce sera effectivement une mauvaise nouvelle pour eux. Mais je crois que c'est plutôt rassurant pour l'immense majorité des Français qui, eux, n'ont rien à se reprocher. Céline Roden, la Croix. Oui, la question aussi, c'est en fait, on se demande aujourd'hui si vous êtes prêt à gouverner, dans la mesure où votre programme, il y a beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses assez coûteuses, puisqu'il y a des revalorisations de minima sociaux, la prise en charge des soins à 100%, la retraite à 60 ans. Non, il n'y a pas la prise en charge des soins à 100%. On Alors, aimerait bien, mais La question, c'est comment financer-vous. Comment Par exemple, vous la financez retraite ça? à 60 ans, Il n'y a pas de comment vous cadrage faites ? Voilà. financier, donc il n'y a pas de recette en face. Ah non, Alors, il y a un cadrage allez-y. financier qui est en ligne, Florian il y a Philippot. des hypothèses de croissance, de déficit, tout est en ligne. Vous confondez avec M. Macron, qui lui n'a mis aucun cadrage financier, zéro, rien, pour son programme. Et je vois que ça ne lui est jamais dit d'ailleurs. Tout est financé. Donc pour la retraite à 60 ans, vous faites comment par Alors ça exemple coûtera, lorsqu'on arrivera au Oui. rythme de croisière en 2022, 17 milliards. On D'accord. l'assume. On l'assume, bien sûr que ça coûtera un petit peu, Mhm. mais c'est financé. Parce qu'aujourd'hui, on demande toujours des sacrifices aux mêmes, classes populaires, retraités, personnes âgées, les classes moyennes, et on ne fait pas les économies sur la mauvaise dépense publique qui est pourtant colossale dans notre pays, qui est nocive. Par exemple, quand la Cour des comptes publie des rapports chaque année en disant l'asile coûte de plus en plus cher, ça va dépasser les 2 milliards d'euros, il y a une embolie du système, on ne fait rien. Et donc on continue de voir les coûts exploser. Quand chaque année on nous explique que l'Union européenne nous prend de plus en plus et nous donne de moins en moins, à tel point qu'aujourd'hui le différentiel il est de 9 milliards par an, c'est la moitié de la réforme des retraites déjà, et on ne fait rien parce que c'est la sainte Union européenne et qu'elle est incritiquable et qu'elle est formidable et magnifique. Donc il y a du gras à donc il y a de prendre, c'est ça que vous l'argent dites. à reprendre là, Oui. sans que ça diminue en quoi que ce soit les aides agricoles ou quoi que ce soit, puisque c'est un différentiel. On donne 22 milliards, on en récupère 13, dont la PAC, dont les aides agricoles. Il y a une fraude fiscale terrible en France, notamment les grands groupes qui font de la défiscalisation éhontée. Ils ne payent pas un centime alors qu'ils font des milliards d'euros de bénéfices sur le sol français. Mais ils bénéficient à côté de la commande publique de l'État, par exemple, ou des collectivités locales. Nous, on dit c'est fini. Il faut D'accord. siffler à la fin de la récréation. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne voulez pas régulariser vos situations fiscales, vous ne voulez pas payer d'impôts en France, vous arrangez pour ne pas payer d'impôts en France, vous n'aurez plus accès au marché public de l'État. Voilà. Et vous réfléchirez donc à 2 fois avant de vouloir gruger comme ça les finances publiques françaises. Il y a de l'argent sur la fraude sociale. On connaît peut-être pas personnellement, mais on sait tous qu'il y a des profiteurs, qu'il y a des fraudeurs, qu'il y a des gens qui... Donc tout ça va suffire. qui De détournent. remettre les finances publiques au carré, ça va suffire, c'est ça que vous dites ? C'est suffisant, non seulement c'est suffisant, mais c'est absolument nécessaire, c'est indispensable. D'accord. Parce que ça crée aussi beaucoup de ressentiment. Il y a beaucoup de Français qui se disent, mais attendez, moi on me demande toujours de me sacrifier, mes petites retraites, mes petites pensions, mes petits salaires, et à côté je vois des masses d'argent qui circulent sans que rien ne soit fait. Puis je crois aussi qu'on a une grande réflexion sur le fait que la France aujourd'hui dépend de la finance internationale beaucoup trop. Sa dette est aux 2 tiers étrangère. Là, on peut se débrancher. La France peut-elle se débrancher de ces circuits de financement Il faut qu'elle soit internationaux moins dépendante et donc elle redonne la possibilité à sa Banque de France, sa Banque centrale nationale, d'où la nécessité d'avoir une politique monétaire nationale, de financer directement sa dette. C'était possible avant, ça a été rendu plus difficile à partir des années 70 et ça a été rendu totalement impossible depuis le traité de Maastricht. Il faut qu'on rende de nouveau cette possibilité aux Romain Français. Masneau, RCF. Dans votre programme, il n'y a plus la nationalisation des secteurs stratégiques comme il y avait en 2012. Pour quelle raison ? Mais en 2012, Florian Philippot. il y a toujours, si vous voulez, en 2012, on n'a jamais dit on va arriver, on va nationaliser. Non, mais certains secteurs stratégiques, vous aviez dit. Oui, non, mais il y a toujours une possibilité dans le programme, puisque nous expliquons que nous souhaitons que les secteurs stratégiques ne puissent plus être dépecés au bénéfice de puissances étrangères ou d'États étrangers ou d'intérêts privés étrangers. Il faut créer notamment un fonds souverain français pour les défendre et s'appuyer sur cet outil indispensable qui est la Caisse des dépôts et consignations. Nous assumons, par exemple, dans le projet, la renationalisation des sociétés d'autoroutes. Ça, c'est écrit en toutes lettres dans le projet, parce que les sociétés d'autoroutes, ça a été le grand racket. Les Français les ont payées pendant des dizaines d'années d'investissement public.
on les a privatisés pour des raisons de court terme il y a une dizaine d'années. Et finalement, on voit que les tarifs de péage ne cessent d'augmenter. Il faut renationaliser les sociétés d'autoroutes et négocier d'ailleurs pour renationaliser au prix le plus bas possible. Parce que nous n'aurons pas de cadeau à faire à ces sociétés d'autoroutes. Pour les secteurs stratégiques, il faut les protéger, comme il faut protéger le patrimoine français d'une manière générale. Moi, je suis toujours choqué de voir des palais nationaux en France ou à l'étranger, dans notre réseau diplomatique, réseau culturel étranger. On l'a vu à Vienne récemment, être bradés. À Vienne, ils ont vendu, je crois, un institut culturel magnifique au Qatar. Ça, c'est inadmissible. Tout ça pour une bouchée de pain de court terme, parfois dans des conditions douteuses. On brade ce qui est la France, ce qui est le rayonnement français. Louis Dauphren, une dernière question. Les transports, par exemple, la SNCF, on dit que le train est cher en France. Les autoroutes sont chères. Vous faites quelque chose là-dessus ? Si vous voulez, les autoroutes sont chères, j'en ai parlé à l'instant avec cette renationalisation des sociétés d'autoroutes. Le train est cher en France, oui, il est assez cher sur certaines lignes en tout cas, qui sont jugées les plus rentables. On voit des lignes de TGV qui ont des coûts absolument faramineux. Je pense qu'il faut là discuter avec la SNCF, qui reste une entreprise 100% publique, donc il faut qu'on voit avec elle ce qu'on peut faire. En même temps, il faut être raisonnable parce qu'il ne faut pas privilégier certaines lignes et dévitaliser l'ensemble du territoire national. Vous voyez, moi, je veux qu'on ne cesse de fermer en permanence des gares. Je pense en ce moment à la souterraine. Vous voyez, la seule gare de la Creuse. Dans la Creuse. Que je connais d'ailleurs, qui relie la Creuse à Paris. Il y a des mobilisations là-bas parce qu'ils ne veulent pas encore fermer la gare, mais ils veulent en supprimer massivement les cadences de train. Dans le même moment, d'ailleurs, une entreprise est menacée au même endroit. Donc, vous voyez, c'est la catastrophe dans la région. On supprime le train et on supprime des emplois privés. On aura l'argent pour ça ? Mais il faut voir avec la SNCF ce qu'on peut faire. Mais d'abord et avant tout, cessons d'affaiblir la SNCF. Pourquoi la SNCF est affaiblie et désorganisée en interne? On l'a à un moment séparé entre RFF et SNCF. Puis on l'a reconstituée. En réalité, en la divisant en fait en 3 sociétés. C'est un peu plus. On nous a expliqué qu'on l'avait réunifiée. En fait, pas tout à fait. Il y a quand même 3 entités maintenant et non plus 2. Il faut arrêter le processus de libéralisation du rail. Voilà ce que je dis. Il va être totalement achevé, je crois, en 2022. C'est une folie. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est une sorte de monopole naturel. Et quand il y a un monopole naturel, alors il faut qu'il soit public. C'est même écrit dans notre Constitution, dans le préambule de la Constitution de 1946, qui est intégré à la Constitution de la Ve République. Et là, à partir de là, on arrêtera d'affaiblir la SNCF. On arrêtera aussi de faire en sorte que face à elle, il y ait une multitude de partenaires et d'interlocuteurs à cause de la décentralisation, puisque les régions maintenant négocient avec la SNCF pour le TER, et nous, on veut redonner la compétence du TER, du train régional, à l'État pour l'aménagement du territoire, alors on pourra espérer une baisse des tarifs. En tout cas, pour le moment, ciblons-la sur les familles nombreuses. Je crois que ça fait partie d'une politique familiale ambitieuse, et ciblons-la sur les jeunes aussi. Et là, je me réjouis d'ailleurs d'une sorte d'abonnement qui a été mis en place pour les moins de 27 ans récemment, qui, à mon avis, va dans le bon sens. Florian Philippot, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Nous allons marquer une première pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants dans cette édition de Face aux chrétiens. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Florian Philippot, vice-président du Front National. Il est interrogé par Céline Rouden pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Une sensibilité catholique issue de la Manif pour tous a plutôt rejoint François Fillon, dont on voit qu'il profite du soutien, par exemple, de Sens Commun, qui assure la logistique notamment, et qui a assuré la présence à des meetings parisiens ou place du Trocadéro. Mais François Fillon ne les a pas forcément bien payés en retour du point de vue des investitures. Est-ce que vous pensez que si on est face à un duel Le Pen-Macron au second tour, quel discours tiendrez-vous à cette sensibilité-là, qui ne vous a pas rejoint spontanément et qui mise encore sur François Fillon? Florian Philippot. Non, mais vous parlez de Sens Commun, mais Sens Commun a toujours été lié à l'UMP. Moi, je ne confonds pas des structures avec ce que vous appelez une sensibilité dans la population, qui est autre chose, qui est très minoritairement représentée généralement par une structure, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc, nous n'avons jamais pensé avoir le soutien de Sens Commun, puisque Sens Commun est lié aux Républicains, à l'UMP. Donc, par définition, ils allaient soutenir le candidat de l'UMP. Et d'ailleurs, il l'avait annoncé pendant les primaires. Il soutenait déjà pendant les primaires M. Fillon. Donc, il y a une espèce de logique. Après, la question de savoir, tous les Français en général qui sont attachés à une politique familiale, à une politique nataliste, à la défense de la famille, il faut regarder les programmes. C'est très simple. Il faut regarder aussi les bilans.
C'est pas nous qui avons supprimé la demi-part des veufs et des veuves. D'ailleurs, on veut la rétablir. C'est François Fillon, quand il était Premier ministre. Et ça n'a pas été rétabli par le gouvernement de François Hollande, bien sûr. C'est pas nous qui avons supprimé l'universalité des allocations familiales qu'on veut rétablir. Ça a été fait par les gouvernements précédents. On parlait tout à l'heure des services publics qui peuvent coûter de plus en plus cher pour les familles nombreuses. Et tout cela n'est pas une incitation nataliste, familiale. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on va convaincre, qu'on va développer des idées. Et en disant, est-ce que la France a besoin d'une grande politique pour ses familles, d'une grande politique nataliste? Oui, bien sûr. Et elle a notamment besoin d'une politique nataliste parce que la démographie française reste très fragile. Elle est un peu meilleure tant mieux que d'autres pays européens, qui sont eux parfois très très bas, voire en effondrement démographique, mais elle est quand même très fragile. Et elle est même plutôt en baisse ces dernières années, malheureusement. Qu'est-ce que c'est la démographie française? C'est le taux de fécondité donné par l'INSEE qui doit être à 1,9, je crois, en ce moment. De tous les Français. Donc ces il faut dernières encourager tous les Français ou ceux qui vivent sur le territoire en France à avoir des enfants. Il faut encourager les familles françaises, oui, à avoir des enfants. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Et pour cela, il faut une politique familiale, une politique nataliste absolument ambitieuse sur les allocations familiales, sur où est-ce qu'on trouve des places de crèche, comment on fait pour le gamin quand il a 17, 18 ans, 19 ans, qui part faire des études dans la grande ville ou à Paris. Ça coûte affreusement cher. On a prévu, nous, un bouclier logement jeune sur les APL, sur les logements étudiants qu'il faut développer. Il y a beaucoup de choses à faire. Et tout cela participe d'une politique familiale. Et en même temps, comment on aide aussi une politique familiale? En recréant de l'emploi. Parce que vous savez, il n'y a rien de plus déstabilisant et fragilisant dans une famille quand l'un des deux ou les deux parents perdent leur emploi. Romain Masneau, RCF. Une de vos mesures phares, c'est toujours la sortie de l'euro. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux, et ils sont nombreux, qui disent qu'il y aurait une dévaluation, que l'épargne des Français serait directement menacée, que les taux d'intérêt s'envoleraient, que la dette publique exploserait? Qu'est-ce que vous répondez? En particulier, les plus modestes je leur réponds qu'ils sont irresponsables parce que ce sont des semeurs de peur. Voilà, Suffit-il de dire ça, Florian? Il faut le démontrer, mais alors je le démontrer facilement. D'abord, ce sont les mêmes qui avaient expliqué que le passage à l'euro allait entraîner l'augmentation du pouvoir d'achat, de l'emploi, de la croissance. On a vu exactement l'inverse. Ce sont les mêmes qui ont nié l'augmentation massive des prix lorsqu'on est passé à l'euro, qui a été réelle, qui a été niée par ces gens-là. Ils avaient menti, les Français l'ont tous constaté dans leur porte-monnaie. Et aujourd'hui, ils vous expliquent n'importe quoi. Ils disent une dévaluation ou une dépréciation de la monnaie va entraîner une baisse de l'épargne. Ça n'a aucun rapport. L'euro s'est déprécié de 25% depuis 2014. Est-ce que les Français ont vu leur épargne fondre de 25%? Bien sûr que non. Là, les Britanniques viennent de connaître une dépréciation de 10 ou 15% de leur livre sterling suite au Brexit, ce qui est une excellente nouvelle pour leur économie. Est-ce que leur épargne a baissé de 10 ou 15%? Bien sûr que non. Ils ont un taux de croissance d'ailleurs très supérieur au nôtre. Il n'a pas changé de monnaie. Non, mais c'est un phénomène de dépréciation. Lorsqu'on va venir à un nouveau franc, parce que ce ne sera pas l'ancien franc, ce sera un nouveau franc. Il n'y aura pas de valse des étiquettes, parce qu'on partira d'une parité, un franc égale 1 euro. Comme ça, il n'y aura aucun changement de prix, il n'y aura pas de possibilité d'inflation. Et ça, vous allez pouvoir le tenir, un franc égale 1 euro. Ah mais ça, c'est décidé par les gouvernements, ça c'est sans aucun problème. Et ensuite, le franc viendra à sa valeur normale. Et aujourd'hui, le FMI estime que ce serait une dépréciation de 10 ou 11%. Voilà. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et ce sera bon pour les exportations. Ne semblent pas y croire. Ils sont opposés à 72% des Français disent attention, on craint la sortie de l'euro. Non, parce qu'il y a ces semeurs de peur qui représentent bien plus que moi, si vous voulez, dans les médias. Il suffit de dire ça. Je ne sais pas qu'il suffit de dire ça. C'est que les Français, vous savez, je les appelle simplement à réfléchir. Quelle est l'alternative? Soit on joue sur la monnaie, on utilise la monnaie comme une arme normale, classique, comme c'est le cas pour 95% des pays du monde, qui, je le rappelle, eux, ont leur monnaie nationale, et qui ne se privent pas d'utiliser l'arme monétaire dans la compétition mondiale pour l'emploi, pour l'innovation. Soit on fait quoi? On fait ce que proposent Fillon et Macron. On augmente la CSG, ça c'est M. Macron qui veut l'augmenter de 1,75 points, ce qui sera catastrophique notamment pour les retraités. Soit on augmente la TVA de 2 points, ça c'est Fillon. Soit on dégrade, on détruit le modèle social, on privatise la sécurité sociale très largement, comme il le souhaite. Soit on refuse cette voie qui est sans issue, et on utilise les armes normales dans la mondialisation, qui sont la monnaie, mais qui sont aussi faire du protectionnisme, pas avoir peur de faire du protectionnisme, parce que les autres le font pour protéger des secteurs stratégiques, pour se protéger d'une concurrence déloyale, et puis utiliser le patriotisme économique, faire en sorte, par exemple, qu'on ait le droit dans les cantines françaises de demander à ce que prioritairement ce soit nos paysans locaux qui fournissent les repas. Mais vous savez bien, les paysans français, ce qui est interdit aujourd'hui par les règles de l'Union européenne. Mais vous savez bien que la voiture que je vais acheter demain, elle comporte une grande partie de composantes qui viennent de partout dans le monde. Oui. Votre patriotisme, comment il va fonctionner sur la voiture que moi je vais acheter demain? Mais vous savez, là je vais dire clairement les choses, le protectionnisme intelligent, ça n'est pas mettre des droits de douane sur tout. C'est de la microchirurgie. C'est-à-dire qu'on met des droits de douane quand il y a une concurrence déloyale et quand il y a un secteur français qui produit la même chose.
ça existe beaucoup, notamment dans l'agriculture, où on demande à nos agriculteurs français de se démener pour être mis en concurrence avec des produits d'importation qui, eux, sont fabriqués selon des normes qui ne sont pas du tout les mêmes que les normes françaises. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut rétablir une loyauté du commerce. Donc, de la microchirurgie. Quand une industrie n'existe pas ou n'existe plus en France et qu'on importe, eh ben, on ne met pas de droit de douane. En tout cas, le temps, et on pourra les relever progressivement, que reconstitue une industrie française. Parce que dans notre projet, contrairement aux autres, il n'y a pas de désespérance, il n'y a pas de fatalité. Nous, on ne considère pas que la France, est, par fatalité, par je ne sais quelle fatalité, serait réduite à ne plus jamais avoir d'industrie, à ne plus avoir d'agriculture prospère. Non, bien sûr que non. On reste un grand pays qui a des ressources extraordinaires, qui conserve malgré tout un système de formation, pour l'instant, qui tient encore debout, mais attention, combien de temps, et qui peut donc recréer un tissu industriel de PME. Il faut aider d'ailleurs nos PME. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Florian Philippot. Et également un secteur agricole et agroalimentaire. Céline Gourdin-Lacroix. Oui, mais alors justement, les agriculteurs, en tout cas certains, exportent aussi. Donc effectivement, on ne peut pas vivre dans une économie fermée. Il va falloir renégocier un certain nombre d'accords commerciaux avec nos voisins, mais également avec les grandes puissances industrielles mondiales. En quoi la France, finalement, pourra peser davantage pour défendre ses intérêts qu'au sein d'une Union européenne? Seule face à la Chine, seule face aux États-Unis. Face à la Chine ou à l'Inde. Pour répondre à votre question, je précise qu'il y a un sondage qui est sorti, je crois, il y a quelques jours, qui montre que chez les dirigeants d'entreprise, Marine Le Pen est en tête des intentions de vote. Vous avez bien sûr ça. Oui, c'est pas tout à fait ce qu'on a entendu au MEDEF lorsqu'elle est venue. Confondez pas, si vous. D'accord. Les très grandes boîtes dirigées par d'anciens fonctionnaires. Ça ne répond pas tout à fait à la question. Oui, alors donc, les très grandes multinationales, avec ce qui fait la très grande masse des entreprises françaises, c'est-à-dire les TPE, PME, PMI. D'accord. Bon, et qui, eux, votent mettent en premier Marine Le Pen au premier tour. Et aimerait bien exporter aussi. Voilà, alors lui, ils aimeraient bien comment on fait exporter. Et c'est pour ça qu'il voit bien le problème, notamment de l'euro, qui est un frein, parce qu'avoir une monnaie nationale, c'est très bon pour les exportations. Le Royaume-Uni est en train, avec sa dépréciation de monnaie, de s'en rendre compte. Comment on fait pour les agriculteurs? Mais les agriculteurs, aujourd'hui, ils seront très heureux de notre projet, parce que l'Union européenne signe à tour de bras des accords de libre-échange, elle l'a fait avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Elle voulait le faire absolument avec les États-Unis, le TAFTA. Je crois que, heureusement, l'élection de Trump est en train de bloquer tout ça. Et elle l'a fait, en tout cas malheureusement, avec le Canada. Nous, on a voté contre, les amis de Macron ont voté pour. Hein. Et Fillon, ils se sont courageusement abstenus. Je ne sais pas donc ce que ça veut dire, je ne connais pas leur position donc, sur ce traité. Le traité CETA, c'est le traité Canada-Union européenne. Bien, par exemple, il prévoit une augmentation par 10, fois 10, de l'importation de bœuf canadien en France. Or, ce bœuf canadien, il est 25% moins cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les éleveurs en France, une très grande difficulté à rester compétitifs. Et donc les éleveurs ou les agriculteurs français sont très heureux de notre projet. Est-ce que ça les empêchera d'exporter pour ceux qui exportent? Bien sûr que non. Mais en quoi ça les empêcherait d'exporter? Vous ne craignez pas des représailles, des mesures de représailles et d'entrer dans des guerres commerciales infinies? Mais ce n'est pas une représaille, les autres le font. Est-ce que la France seule est suffisamment solide? C'est ça la question. Les autres le font. Oui. Est-ce que nous, on arrête d'être les dindons de la mondialisation, à regarder comme cela la croissance passer sans jamais l'attraper? Ou est-ce qu'on réagit? C'est ça la vraie question. Il faut un sursaut maintenant, il faut réagir. Donc on utilise les mêmes armes pacifiques que les autres. Et notamment cette idée de patriotisme agricole, par exemple, puisque vous parlez du secteur de l'agriculture. Il faut aider notamment les agriculteurs à la transmission aussi de l'exploitation. C'est très difficile la transmission de l'exploitation. Soit ça, soit on continue comme avant. Mais si on continue comme avant, c'est la ruine. Il y a un agriculteur sur 3 aujourd'hui qui vit avec moins de 350 € par mois, ce qui est inadmissible. Et puis il y a des suicides agricoles. Alors, et ça, je pense que c'est une honte terrible pour notre pays que de ne rien faire face à ces suicides, ces situations de détresse absolument terribles. Romain Masneau, RCF. La conférence des évêques est réunie en assemblée plénière à Lourdes. En ouverture, Monseigneur Pontier, son président, a rappelé l'importance de l'accueil du migrant, de l'étranger, du réfugié. Est-ce que, à votre place, il y a quelques semaines, Marion Maréchal Le Pen avait eu des mots très durs sur les évêques de France en disant qu'ils ne comprenaient pas les enjeux, qu'ils étaient dépassés. Est-ce que vous tiendriez les mêmes propos? Florian Philippot. Moi, je pense que avoir un discours d'accueil de l'autre, je le comprends parfaitement quand on est évêque, mais confondre cela avec des phénomènes de masse qui ne sont plus simplement de l'accueil de l'autre, qui sont l'arrivée de populations entières dans des conditions très difficiles, alors que nous n'avons objectivement rien à leur offrir et qu'on le sait, je pense qu'on n'est plus sur le même registre. Voilà, donc moi j'ai une difficulté à comprendre cette équivalence entre l'accueil de l'autre et l'accueil de populations amenées par des passeurs, des mafias qui profitent de la misère humaine pour s'engraisser et se faire de l'argent. Mais comment vous faites la différence? Je pense que ce projet, je vais vous dire d'une manière très simple, vous l'appellerez chrétien, humaniste, je dirais humaniste parce que je suis laïque, mais je pense que ce projet n'est pas humaniste.
Le projet d'immigration massive n'est pas humaniste. Le vrai projet humaniste, c'est d'aider massivement ces populations, dont je ne nie pas les difficultés, à pouvoir continuer à vivre chez elles, parce que personne n'est heureux de quitter son foyer ou de quitter sa famille. Et il faut aider notamment massivement les chrétiens d'Orient. Marine Le Pen, d'ailleurs, en rencontrant Vladimir Poutine l'autre jour, on a parlé beaucoup avec lui. Comment on fait pour redevenir cet honneur qu'a normalement la France de défendre et de protéger les chrétiens d'Orient. On accueille d'abord les chrétiens d'Orient, c'est ça? Mais je pense qu'il faut, en premier lieu, l'asile ne doit pas être totalement supprimé, mais il faut le remettre dans sa vocation d'origine et non pas le transformer en énième filière d'immigration supplémentaire, alors que les critères de l'asile ne sont plus remplis. Mais il faut aider surtout les populations à vivre là-bas. Donc comment on fait? On travaille beaucoup plus avec l'ONU, on travaille beaucoup plus avec le HCR, quitte à augmenter les moyens, parce que toute l'économie qu'on fera ici sur le coût de l'immigration, on pourra en réaffecter une petite partie peut-être sur le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui travaille sur place, aux associations humanitaires. On travaille là-bas et on travaille politiquement aussi pour reconstituer des États solides. Donc on arrête d'avoir cette politique irresponsable en Syrie, parce que je n'aime pas Bachar el-Assad, mais si aujourd'hui on veut la destruction de Bachar el-Assad, on sait qu'on installe le chaos. Et on sait qu'on renforcera la persécution des minorités, et qu'on renforcera les migrations vers l'Europe et vers la France. Et on essaie de rétablir comme on peut la catastrophe de la Libye qui a été mise en place par Fillon en 2011. Les patrons de PME dont vous parliez tout à l'heure, ils sont bien contents aussi d'avoir des migrants qui viennent oui, mais alors ça, voilà. Donc je disais, c'est pas un projet humaniste. Voici une démonstration. Et souvent, d'ailleurs, ce ne sont pas des PME, ce sont des grandes boîtes. Comme le grand patronat allemand, c'est pour cela que Mme Merkel a fait venir 1,5 million de migrants. Ce n'est pas parce qu'un jour elle s'est réveillée philanthrope. C'est parce que le grand patronat allemand a fait le siège de la chancellerie et en lui réclamant ces migrants pour faire baisser les salaires. Et j'ai même vu en Allemagne des migrants à 1 euro de l'heure. Alors expliquez-moi ce qu'il y a d'humaniste à mettre quasiment en esclavage des gens, à les considérer comme de la basse main-d'œuvre qu'on fait venir. Ça n'est pas un projet humaniste. C'est un mot que vous utilisez beaucoup. Je crois qu'il faut l'expliquer maintenant aux Français. Ça n'est pas un projet humaniste, c'est un projet purement financier et mercantile. Je rappelle que le Japon, et je ne dis pas qu'il faut aller aussi loin, mais vous voyez, le Japon, ce n'est pas un pays fasciste, c'est pas un pays, c'est une démocratie. Ils ont accueilli, savez-vous combien ils ont accueilli de réfugiés l'an dernier? 27. Oui, la situation n'est peut-être pas absolument comparable. Ils ont accepté 1 sur 100. Oui. 1 sur 100. Nous, on accepte à peu près en ce moment 4 sur 10. Plus ceux qu'on refuse, en réalité, ils restent en France. La Cour des comptes l'a démontré. Donc ça, c'est un problème. Vous utilisez beaucoup le mot humanisme et l'adjectif humaniste. C'est de ça dont vous prévalez. Alors qu'on vous accuse de xénophobie, vous dites « je suis humaniste ». Moi, je suis profondément humaniste. D'accord. Et d'ailleurs, je n'oublie pas aussi que déjà en France, nous avons 10 millions de pauvres. Donc on peut rajouter de la pauvreté à la pauvreté, mais ça ne va pas régler la pauvreté, ça. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus que cela. Je pense qu'on doit travailler sur place, on doit les aider. Personne aussi, moi j'entends parfois des absurdités. Marine Le Pen veut supprimer l'aide médicale d'État réservée aux clandestins. Oui, elle l'assume. Et regardez le panier de soins de l'aide médicale d'État, c'est exactement le panier de soins moyen des Français. Donc il n'y a pas de surreprésentation des urgences vitales, etc. Ce sont des soins du quotidien. Sauf que ça coûte énormément aux finances publiques. Mais elle n'a jamais dit que si demain, un clandestin ou n'importe qui, on s'en moque, on ne regardera pas ses papiers ou son absence de papiers, et est en situation de perdition sur le bord de la route, elle ne le soignera pas. Bien sûr que oui, elle le soignera. Vous voyez ? Et ça, je pense qu'il faut établir des vérités. Donc la suppression de l'aide médicale d'État n'est pas absolument systématique. Non, elle a dit, elle supprimera l'aide médicale d'État, mais elle conservera bien sûr des procédures sur les urgences vitales et sur les pandémies. Parce que nous n'avons pas intérêt non plus au développement des pandémies. Louis Dauphren, une dernière question. Il y a une politique méditerranéenne du Front National. Florian Philippot. Il y a de fait, je ne sais pas comment vous l'appellerez, mais il y a de fait, normalement pour la France, une politique méditerranéenne. Parce que déjà, c'est la latinité, donc c'est quand même un substrat civilisationnel qui nous est cher. Et nos langues, ne serait-ce que nos langues, l'italien, l'espagnol, le français, sont issus assez largement d'une racine latine commune. Et puis, il y a un espace méditerranéen que nous connaissons bien depuis des millénaires. Et puis, il y a des relations que nous avons forcément avec des territoires qui ont été des territoires français, Tunisie, Maroc, Algérie. Et donc, bien sûr qu'il doit y avoir une politique de la Méditerranée. Mais aujourd'hui, la seule politique de la Méditerranée, quasiment, c'est de faire venir, d'accepter une immigration massive. Je ne pense pas, là aussi, que ce soit un projet très malin. Je pense que nous avons intérêt tous au développement, et je pense que les Tunisiens, les Marocains, les Algériens seraient très heureux de pouvoir participer au développement de leur propre pays. Mais moi, je vois dans une politique de la Méditerranée
Par exemple, défendre nos langues face à l'impérialisme anglo-saxon, et notamment défendre la francophonie. Ça, c'est une vraie belle politique. Dépolluer la Méditerranée. Ça, je pense que c'est une grande et belle et urgente politique à avoir. Dépolluer la Méditerranée, avoir un tourisme responsable, développer des échanges et donc l'économie et l'emploi. C'est en cela que moi je vois une politique de la Méditerranée. Et d'ailleurs, j'avais trouvé le projet d'Henri Guénaud assez beau au début du mandat Sarkozy en 2007. Il voulait créer, je crois, l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée. Et qu'est-ce qui l'a rendu impossible, souvenez-vous? C'est l'Union européenne. Qui a dit, désolé, non, il faut que ça se fasse dans notre cadre. Donc, il faut que ça passe par l'accord de l'Estonie, la Lituanie, Bruxelles, n'importe quoi. Et donc, la France n'a pas pu mener cette belle politique. Très bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Florian Philippot. Encore un quart d'heure d'émission avec vous. Vous restez avec nous. Merci de votre fidélité. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Florian Philippot, vice-président du Front National. Il est interrogé par Céline Rouden pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Marine Le Pen a mis en scène son entente avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la France soit instrumentalisée par la Russie? Êtes-vous bien sûr que les intérêts de la France et de la Russie sont convergents? Florian Philippot. Alors... Moi, je constate l'épidémie de complotisme qui est venue des États-Unis et qui semble gagner certaines élites françaises qui voient des Russes partout, des complots russes partout. Ça nous rappelle les années 50. On a vécu ça déjà, ça s'appelait le McCarthyisme, la chasse aux sorcières. Bon, c'est un peu ridicule. Hein. Je ne vois pas très bien comment la Russie, comme cela, avec ses grandes ficelles, pourrait contrôler les élections. Dans les années 50, vos prédécesseurs, de ce qui n'était pas le Front National, voyez des communistes partout aussi. Je ne sais pas qui sont mes historiquement, prédécesseurs. C'était ça. Moi, mon père est né en 1949, il était tout jeune. D'accord. Dans les années 50, alors, je ne pense pas qu'il voyait des communistes partout. Poutine. Mais voilà, donc elle a vu effectivement Vladimir Poutine dans le cadre d'une tournée, puisque quelques jours auparavant, elle était au Tchad et elle a été reçue par le président Déby, et quelques jours avant par le président libanais Aoun. Elle a dit à ses présidents, à ses chefs d'État qui lui ont fait l'honneur de la recevoir, de la même chose, qu'elle souhaitait une France libre et indépendante qui soit une voie d'équilibre dans le monde, pour un monde multipolaire. Et donc, en voyant le Moyen-Orient, l'Afrique et la Russie, elle a porté ce message. Et quel peut être l'intérêt d'une relation franco-russe plus renforcée ? Il y a beaucoup d'intérêts. D'abord, nous avons un intérêt majeur et urgent, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste. Au Moyen-Orient notamment. Nous avons en ce moment la Russie, la Syrie qui font des choses ensemble, et de l'autre côté, nous, on ne sait pas trop d'ailleurs, ça dépend des jours, et les États-Unis et quelques pays européens, mais tout cela est ridicule. Il faut qu'on travaille ensemble, parce que là, il y a une urgence absolue, c'est éradiquer l'État islamique. C'est une urgence absolue. C'est en cours. En ce moment, il y a une coalition internationale. C'est en cours, mais on espère, mais attention à tous ces foyers qui sont ici et là, qui n'ont pas été éteints. Et puis, au-delà de l'État islamique, il subsiste des Al-Qaïda et des branches liées à Al-Qaïda. Il subsiste, bien sûr, elle en a parlé au Tchad, des foyers très forts, très puissants en Afrique. Donc, la lutte contre le terrorisme, oui. Absolument majeur. Je parlais des chrétiens d'Orient tout à l'heure. C'est un sujet qu'elle a notamment abordé avec M. Poutine. Mais voilà l'intérêt. Et puis, il y a des intérêts économiques. De toute façon, il y a toujours intérêt plutôt à parler qu'à lever l'embargo. Qu'à se bouder ou à se faire la guerre ou à s'envoyer des invectives. Je ne crois pas que l'attitude actuelle, très agressive vis-à-vis de la Russie, soit très maligne. Ça sert à quoi ? Avoir annulé la vente de nos navires, avoir accepté les sanctions et donc, en répercussion, avoir tué économiquement pas mal de nos secteurs agricoles, ça n'est pas intelligent. Il faut qu'on discute. Sur l'Ukraine. Mais là aussi, il faut qu'on discute. Oui. Et il y a des enceintes pour ça. Il y a l'ONU. Il faut revaloriser l'ONU. Et la France, comme la Russie d'ailleurs, sont membres permanents du Conseil de sécurité. Il n'y en a que 5 dans le monde. Donc la France aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire, elle s'est coupée de la Russie. C'est le grand méchant loup, le grand complot. Elle s'est coupée de plus en plus du Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni a eu le malheur pour les élites françaises de voter le Brexit. Donc ils sont devenus méchants. Et les États-Unis, je n'en parle même pas, depuis qu'ils ont élu Trump, ils sont devenus super méchants. Mais on va se couper de 3 pays aussi majeurs. Et de l'Union européenne aussi. C'est ce que vous souhaitez quand même. Par contre, tous
se précipitent dans le bureau de la chancelière. Ils passent tous leur entretien d'embauche, d'ailleurs, en ce moment, pour être vice-chancelier. Marine Le Pen n'ira pas. On voit toutes les photos qui s'alignent, on voit la chancelière qui les accueille avec un dossier de candidature à côté. Et puis on a vu M. Fillon, puis M. Macron, puis M. Hamon, qui veulent y retourner d'ailleurs plusieurs fois. Donc Marine Le Pen, et qui sont en train de passer leur entretien d'embauche pour vers être le chouchou de la chancelière, qui manifestement préfère M. Macron. J'ai même vu ce conseiller proche de Mme Merkel dire: on adore M. Macron parce qu'il nous dit tout ce qu'on veut entendre. Bon. Vous le retrouverez dans la presse. Une question de Céline Rouden. Ça ne m'étonne pas, je veux bien le croire. Est-ce que malgré tout, vous ne redoutez pas une certaine hostilité de la part des chefs d'État de nos voisins immédiats, de l'Union européenne, qui sont quand même nos alliés traditionnels en matière diplomatique, et y compris une hostilité au sein de l'appareil d'État, puisqu'il y a un certain nombre d'ambassadeurs qui ont mis en garde effectivement contre les conséquences d'une élection de Marine Le Pen? Alors, sur les chefs d'État, non, pas du tout. Parce que vous savez... Parfois, ça tonne avant les élections, puis on se rend compte à chaque fois qu'une fois que le peuple a élu son représentant, la diplomatie reprend son cours naturellement. Et puis, il est évident que certains chefs de gouvernement et chefs d'État actuels en Europe vont changer dans les années qui viennent, parce qu'il y a un réveil patriote un peu partout. Quant aux ambassadeurs, il y en a deux. De lourd quand même, au Japon et à Washington. Oui, alors déjà aux États-Unis, il s'est fait remarquer régulièrement, il a l'air assez folklorique puisqu'il tweet, il adore le tweeter. Il y a beaucoup de monde qui tweet. Et il a tweeté des horreurs contre M. Trump, alors qu'il était notre ambassadeur aux États-Unis. Le jour de son élection, il a supprimé ses tweets parce que j'imagine que le département, enfin le Quai d'Orsay lui a demandé de les supprimer. C'est pas sérieux tout cela. Comment voulez-vous qu'on défende les intérêts de la France avec des gens pareils? Mais si vous avez des hauts fonctionnaires qui vous disent non, moi je ne travaille pas avec vous, vous leur dites quoi? Déjà, j'en ai vu que deux. Ouais. Et M. Dana, donc au Japon. Eh bien, s'ils ne veulent pas servir Marine Le Pen, mais c'est leur droit le plus absolu. Je crois que Philippe de Villiers a démissionné de la préfectorale en 81 parce que François Mitterrand avait été élu. Il démissionne de la fonction publique, qu'est-ce que je vous dise? S'ils ne veulent pas accomplir leur tâche de fonctionnaire, parce qu'ils sont payés pour ça, ils sont payés pour servir la République, pour servir la France. S'ils ne veulent pas servir la République et servir la France, et donc pas faire leur boulot pour lequel ils sont payés, ils ont parfaitement le droit de ne pas le faire. Donc ils se mettent en disponibilité, faire autre chose, j'en sais rien, ou ils démissionnent de la fonction publique. C'est leur droit le plus absolu. En tout cas, nous, on ne les poussera pas dehors. On leur demandera simplement de faire leur boulot, c'est tout. Aujourd'hui, dans l'appareil d'État, vous avez des gens, suffisamment de gens qui vous soutiennent. On en a beaucoup. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, on est en tête chez les fonctionnaires, mais aussi de hauts fonctionnaires qui sont désireux de retrouver un cap et un capitaine ou une capitaine à la tête du pays parce qu'ils voient qu'on va on n'a pas de direction, on n'a pas de cap, on va à tribord et à bâbord en permanence. Et il faut et ce cap, cette défense du sens de l'État, du service public au sens noble du terme, je sais qu'il motive l'immense majorité des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires. Donc je n'ai aucun doute sur la loyauté et sur le sens de l'État de ces fonctionnaires. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Et qu'est-ce qui vous distingue de François Asselineau? François Asselineau, c'est bien ça. Dont on voit la tête partout dans Paris. Qui est donc souverainiste, il faut rappeler, président de l'UPR. Ancien fonctionnaire, enfin toujours haut fonctionnaire, mais... Ce qui nous distingue... qui tient à peu près le même discours que vous sur l'Union européenne. Vous parlez des complots, moi je ne vois pas... j'ai l'impression qu'il aime bien les complots aussi. Non, parce qu'on trouve curieux que vous ne vous entendiez pas nécessairement avec des gens qui sont quand même assez proches. Après, moi je l'entends. Ça n'est pas une il dit question des choses intéressantes sur l'Union européenne, sur l'euro, sur l'OTAN. Ces analyses sont incontestablement intéressantes. Nous avons à peu près les mêmes sur ces sujets-là. Mais je crois qu'il refuse de s'exprimer sur l'ensemble des autres questions. Ce qui est un peu gênant. On ne peut pas élire quelqu'un sans savoir du tout quelle est sa vision de l'immigration, sa vision des questions d'éducation, sa vision des questions écologiques, sa vision des questions de pouvoir d'achat. Justement, sur d'autres questions. Enfin, voilà, parce que jusqu'où ira, jusqu'où ira votre majorité présidentielle? C'est-à-dire, vous demanderez à tous ceux qui sont susceptibles de vous rallier de signer des points, de signer une charte, de signer un engagement sur tous les points. Il faudrait être d'accord à 95%. Mais dans cette majorité présidentielle, oui, on peut imaginer un contrat devant les Français. Sur des grandes orientations. Nous l'avons déjà fait. Et ça peut être, et on y retrouvera la défense de la souveraineté nationale, de l'identité nationale, d'un modèle social, de ce que vous connaissez, qui sont nos convictions. Voilà. Romain Masneau, RCF. Donald Trump qui veut revenir au charbon, pour simplifier, est-ce que c'est une menace contre les engagements de la COP21, une menace sérieuse? Ou est-ce que vous dites que ça peut créer des emplois, c'est bon pour le business? C'est le même. Florian Philippot. Je vous signale que nous aurons les mêmes conséquences avec tous ceux aujourd'hui qui vous disent qu'ils veulent se passer du nucléaire en France. Ils ne vont pas inventer comme cela de l'énergie, ils vont aller la chercher dans les énergies, notamment du charbon. Donc ceux qui se présentent les plus écolos parce qu'ils sont contre le nucléaire sont en réalité, c'est produit en Allemagne. On a vu d'ailleurs le charbon redémarrer et la pollution qui nous arrive régulièrement d'ailleurs dans le nord de la France, dans l'Est ou en région parisienne, venant directement de ces mines.
Vous allez rouvrir les mines de charbon en France ? Pour le moment, pour le moment, il faut conserver le nucléaire. Et il ne faut pas fermer, par exemple, pas la part du nucléaire dans la. Il faut toujours le sécuriser, il faut investir, il faut faire le grand carénage. On ne diminue pas la part du nucléaire dans la production d'électricité. Non, on peut investir pour trouver de nouvelles sources d'énergie ou développer des sources qu'on connaît déjà. Nous, par exemple, on veut mettre le paquet sur des énergies renouvelables, bien sûr, mais on veut aussi mettre le paquet sur l'hydrogène, parce qu'on sait que c'est une filière prometteuse et qui ne fera que s'évaporer de la vapeur d'eau, c'est formidable, et qui pourrait être une filière française créatrice d'innovation et d'emplois. Mais vous savez, la première énergie qu'on économise, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est pour cela qu'il faut isoler le bâtiment en France. Il y a beaucoup trop de passoires thermiques en France, dans le logement ancien notamment. Céline Rondaine, Lacroix. Oui, parce que j'allais dire la dimension environnementale, elle n'est pas très présente quand même dans votre programme. Et du coup, c'est une préoccupation quand même très importante aujourd'hui chez les Français, que ce soit les pics de pollution, le changement climatique. Et on n'a pas le sentiment que c'est une des priorités de votre programme. Et pourtant, c'est une grande priorité. On a même fait une convention présidentielle conclue par Marine Le Pen à la fin de l'année dernière. Il y a plusieurs points dans les 144 engagements de Marine Le Pen. Nous avons un collectif, une association qui travaille en permanence toute l'année sur ces sujets, qui fait des propositions, qui s'appelle le collectif Nouvelle Écologie. Et oui, nous parlons de ces sujets que je viens d'aborder. Nous parlons aussi de la qualité de l'alimentation, qui est un vrai sujet, je crois, un grand sujet du XXIe siècle. Et ça a à voir avec le libre-échange. Est-ce qu'on continue comme cela le libre-échange ? C'est le modèle Spanghero, c'est-à-dire les lasagnes au cheval qui passent par Malte, un holding au Luxembourg et qui... Bon. Non, essayons de faire en sorte qu'on puisse voir nos bêtes en France, alimenter l'industrie agroalimentaire française dans des conditions dignes, sans souffrance. Il y a aussi un point important, la protection animale. Rien ne vous échappe. Hein. Vous avez un programme qui est très très large. Là. On a 144 engagements, on essaie de parler un peu de tout. Le diesel, mais la protection animale, notamment dans les abattoirs, la protection animale, les animaux domestiques, c'est aussi un grand engagement de Marine Le Pen. On arrive bientôt au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Romain Masneau. Est-ce qu'en cas de crise majeure, d'attentat par exemple, Marine Le Pen pourrait utiliser l'article 16 de la Constitution qui lui donne les pleins pouvoirs ? Et je rappelle que l'état d'urgence sera toujours en vigueur si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Oui, mais comme il n'a jamais été vraiment appliqué... Article 16, état d'urgence... On s'en est pas bien rendu compte. Vous faites quoi ? Parce qu'on n'a jamais vu autant de manifestations qui dégénéraient en casse, en agression de policiers brûlés vifs dans leur voiture d'ailleurs, à Viry-Châtillon. Eux, ils n'ont pas eu la chance d'avoir François Hollande à leur chevet d'hôpital, je le remarque d'ailleurs. Donc vous en ferez quoi alors ? L'état d'urgence, l'article 16, l'état d'urgence, vous en ferez quoi si vous arrivez au pouvoir ? J'espère qu'il n'y aura pas d'attentat nouveau en France. Je prie pour cela et je le souhaite ardemment, mais il faudra se battre, prendre toutes les mesures pour qu'il n'y en ait pas. Mais je ne pense pas qu'un attentat déclenche un article 16. L'article 16, il est prévu dans la Constitution pour les cas de crise absolument exceptionnelle. Donc elle n'a pas le projet d'utiliser l'article 16, elle n'a pas le projet de le supprimer, parce qu'il faut se laisser une possibilité en cas de crise vitale pour notre pays, mais elle n'a pas le projet de l'utiliser. Dans la série Difficultés exceptionnelles, le contrôle d'échange, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos hypothèses de travail, d'instaurer un contrôle d'échange ? Non. D'accord. Il n'y a pas besoin de contrôle d'échange. Non. Vous savez, tous ceux qui agitent ce qu'on a appelé le projet peur, pour franciser le mot, qui a eu lieu avant le Brexit, qui ne s'est pas produit, vous explique des choses épouvantables sur l'Union européenne ou l'euro, qui en réalité ne se sont jamais produites. Moi, ça me fait penser au référendum en Suède en 2003. On expliquait à l'époque aux Suédois qui faisaient un référendum pour rentrer ou pas dans l'euro, que s'ils faisaient le choix de conserver leur monnaie nationale, leur couronne, ce serait une catastrophe, on verrait des emplois partir, on verrait la Suède se couper du monde, s'isoler, etc. Ils ont résisté à ce projet peur qui était alimenté par les médias, par les grands patrons, des banques, des instituts bidons, etc., comme on les voit aujourd'hui en France. Ils ont voté à 57% contre l'euro et ils en sont aujourd'hui très heureux. Il n'y a plus un Suédois qui veut de l'euro. Avec leur monnaie nationale, ils s'en sortent très bien. Et pourtant, vous voyez, ils ne sont que quelques millions d'habitants et ils ne sont pas du tout coupés du monde. Très bien. Une toute dernière question. On sait que Marion Maréchal Le Pen ne sera pas dans le gouvernement de Marine Le Pen, ça a été dit. Serez-vous le Premier ministre de Marine Le Pen ? Je n'ai absolument pas à prendre quelque position que ce soit à la place de la présidente de la République. C'est la Constitution française qui le dit. Ce sera donc votre dernier mot. Merci à vous, Florian Philippot, d'avoir participé à cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que vous êtes donc vice-président du Front National. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera Richard Ferrand, député socialiste du Finistère et secrétaire général du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, lui-même candidat à la présidence de la République. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens et les éditions précédentes sur les sites respectifs de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Merci de votre fidélité à tous. À la semaine prochaine.